juin 1940. Cet homme que le petit soldat de France n'a pas pu rejoindre. C'est l'homme à qui il est resté fidèle toute sa vie. Oui, oh oui, il approuverait cette marraine. Je pense qu'il ajouterait, pour ton engagement civique, tu as fait ce que tu devais faire. Pour une citoyenne de la France, c'est normal. Je pense aussi que c'était normal. Néanmoins, cette page tournée, alors que j'imaginais souffler un peu devant les événements tragiques que nous vivons, je pense que la responsabilité devant mes 3 aînés, qui ont tant œuvré dans la promotion de la cause féminine, qui ont tant œuvré dans la promotion et la reconnaissance du travail des femmes, qui ont tant œuvré au rayonnement de la francophonie, qui ont tant œuvré au prestige de la France. Oui, je me sens la responsabilité d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau combat, où les jeunes filles trouveront simplement toute la place qui leur est due, où les garçons ne l'en contesteront pas cette part, où les principes et les fondements de notre nation ne seront ni bafoués ni contestés. Je peux lever une armée, mais je n'en serai pas le général. Je ne veux pas léguer à nos enfants un pays dévasté, détruit, un peuple en deuil tout aussi dévasté. Je ne veux pas continuer la malédiction de Saint-Valery-en-Caux. Je ne veux pas continuer à me battre avec des fusils contre des chars. Nos jeunes valent mieux, la France ne mérite pas cela. Aux armes, citoyennes. Oui, Présidente, chère Paulette, le parcours était semé d'embûches. Mais c'était mal me connaître que d'imaginer que j'abandonnerais la partie dès les premiers obstacles. Vous savez de qui je parle. Pourtant, ceux-ci n'ont pas manqué. Simone Veil, une amie de toujours de notre présidente. Merci, Madame ma mère. Je vous offre cet honneur. J'espère avoir été tel qu'avec le petit soldat de la France vous avez voulu que je sois. Vous savez mieux que personne ici que tout cela n'a été possible que grâce à un autre homme, soldat à ses heures. Oui, mon amour, mon tendre amour, la vie fut belle avec toi. J'ai vécu tant de vie avec toi. Une vie intime, heureuse, une vie professionnelle à la maison, sans problème. Je pouvais décider ce que je voulais, je pouvais arriver à n'importe quelle heure, je pourrais arriver en disant j'ai changé de poste, je m'en vais à ma race. On va trouver une solution. C'est l'homme des solutions, ce n'est pas l'homme des problèmes. Mais ce que j'ai plus aimé, mon cher amour, c'est l'acier avec lequel nous avons trempé nos merveilleuses filles. Leur vie n'a pas toujours été simple avec des parents comme nous. Et parfois je me dis que nous avons peut-être abusé sur l'affûtage de la lame. Mais lorsque je vois cet acier transmis intact à la génération suivante, je pense que nous avons eu raison. Pour mes adorables petits-enfants, je ne suis pas une grand-mère comme les autres. Je travaille tout le temps. Pourtant, je m'amuse avec eux, c'est moi qui vous le dis. Puissent les enfants de la France savoir, comme nous inculquons à nos enfants, qu'ils doivent avoir emprunté la voie de l'excellence, qu'elle est basée sur le travail, que l'on ne sort pas de ses rails, honneur et patrie. Monsieur Sorel, vous avez d'autres obligations. Merci pour votre présence. Vous avez vu les marelles que j'ai? La récipiendaire, c'est bon. Je vais simplement mon nom. Monsieur le maire de la ville de Palavas, monsieur le maire de la ville de Clermont-Lérault, monsieur le représentant de la ville de Mauguio, madame le maire honoraire de la ville de Montpellier, monsieur le président de l'université, madame le recteur de l'académie, madame la présidente de la conférence des grandes écoles, monsieur le général de gendarmerie, mesdames et messieurs les hauts fonctionnaires des finances et de l'armée, mesdames et messieurs les hauts dignitaires,
Madame la Présidente du Conseil européen Femmes, Entreprises et Commerce, Madame la Présidente du Conseil international des femmes francophones, Présidente d'honneur du Conseil national des femmes françaises, Monsieur le Président honoraire des membres de la Légion d'honneur de l'Hérault, Monsieur le Vice-président honoraire de la Société des médaillés de la Légion d'honneur, directeur des prix aux apprentis. Cher Daniel Habin, c'est pour moi un honneur, mais c'est avec un réel bonheur que ce soir, je représente Monsieur le maire de Montpellier, Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Tout d'abord, en son nom, permettez-moi de vous offrir ce bouquet de fleurs, témoignage de son respect et de son amitié. Des fleurs blanches, symbole de la pureté de vos intentions dans vos actions. Je suis personnellement, cher Daniel Habin, un témoin de votre engagement auprès de la jeunesse de notre région. Cet engagement que vous avez concrétisé, en particulier avec le prix aux apprentis, pour aider et apporter des solutions équitables, humaines et durables dans leur vie professionnelle, mais également par la mise en valeur de leurs efforts pour être les meilleurs dans leur catégorie. Votre engagement concernant le prix aux apprentis s'inscrit dans une volonté de valorisation des métiers de l'économie de proximité. Votre détermination dans cet engagement est remarquable, car il apporte une reconnaissance indiscutable à des jeunes à l'aube de leur vie professionnelle. C'est d'autant plus important que pour eux, c'est une consécration que vous leur donnez avec ce prix. Un encouragement à la persévérance, dans l'amour du travail bien fait, chemin direct vers l'excellence qui vous est chère. Avec Pierre Pic, votre complice, c'est un travail de titan que vous accomplissez chaque année, à la fois pour l'étude de tous les dossiers transmis par les CFA, qui en ont compris l'importance, et par la recherche de l'ensemble des donateurs, que vous avez su fédérer autour de cette action. La présence ce soir et la qualité de vos invités en témoignent. Mais également, permettez-moi de souligner votre engagement concernant le devoir de mémoire auprès des jeunes. Étudiants, lycéens, collégiens, élèves de Supagro, vous vous investissez auprès d'eux avec la même fougue, la même ardeur, pour les pousser vers l'engagement civique et associatif, en valorisant leur action. C'est ainsi que se fait l'apprentissage de l'honneur, de la dignité et du devoir. Dans ces moments douloureux que nous vivons actuellement, la jeunesse française a bien besoin de repères de qualité venant de ses aînés. Ainsi, votre action est des plus importantes. Cher Daniel Habin, soyez-en remercié. Je vous remercie. Pierre Pic va nous parler 2 minutes des traditions montpelliéraines. Bien, 2 minutes, je ne vais pas abuser. Donc, les traditions montpelliéraines, je vais laisser tout à l'heure le soin à Pierre-Laurent Sorel de vous faire et de vous raconter la création et la vie des barons de Caravette que tout Montpellierien naturellement connaît, puisque les barons de Caravette sont des personnes qui ont depuis au moins 2 générations, avant c'était même 3 générations, originaires nés à Montpellier. Voilà. Donc c'est sur l'ensemble des confréries que je voulais vous dire quelques mots. Donc ces confréries que l'on prend souvent sur le côté folklorique, sur le côté amusement, sur le côté festif, sur le côté bon vivant. Ces confréries ont eu une existence de tout temps. Quand on remonte dans l'histoire, les confréries se sont créées dans un esprit de
de solidarité entre personnes, et ce sont les personnes les plus fortes qui ont créé des confréries pour venir à des personnes plus faibles. On a retrouvé ça à toutes les époques du Moyen-Âge, où il a existé pas mal de confréries plus ou moins religieuses, mais avec cet esprit de solidarité au secours des plus faibles. Aujourd'hui, naturellement, nos confréries ont changé. Elles ont changé d'ailleurs avant d'être ce qu'elles sont aujourd'hui, des supports de communication. Elles sont devenues des confréries corporatistes. Les bâtisseurs de cathédrales ont créé leur confrérie, les maçons avec leur confrérie. Et donc on a vécu une époque où les seules confréries qui existaient étaient des confréries d'origine professionnelle. Ça a été ensuite les viticulteurs, et les viticulteurs ont compris, je pense que c'est le monde viticole qui a le plus compris l'intérêt des confréries. Et ces confréries-là, bon, les premières confréries bachiques ont vu le jour dans les grandes régions viticoles, en Bordelais, mais notamment en Bourgogne. Et je pense qu'au niveau de l'assistance, beaucoup doivent connaître les fameux cadets de Bourgogne ou les soirées au Clos Bourgeois. Mais derrière toutes ces confréries, c'était la promotion d'un produit, la promotion d'un terroir. Et aujourd'hui, les confréries qui existent sont des vecteurs de communication. Et on a de cesse à rappeler à nos élus le poids qu'elles pouvaient représenter dans le cadre de la communication pour des sommes dérisoires, puisque ce sont des bénévoles au service des autres. Et on le retrouve, alors dans notre région, on est assez riche en confréries, puisque, bon, je vous parle de Languedoc-Roussillon, puisque maintenant on est réunis, mais en Languedoc-Roussillon, il y avait plus de 80 confréries, et le département de l'Hérault regroupait 32 confréries à un moment, issues de tout secteur d'activité. Donc beaucoup de bachiques, beaucoup culturels, donc les barons de Caravette en faisaient partie. Sur Béziers, il y avait la confrérie Sant'Angelo de la Gagnère qui existe, je crois, depuis l'an 1200 et quelques. Les consuls de Narbonne aussi, avec des confréries qui étaient plutôt culturelles. Et puis les confréries gastronomiques qui sont venues s'ajouter par la suite pour créer tout cet ensemble de confréries qui permettent dans une région d'amener des moments forts et d'échanges à travers tous les citoyens. Voilà. Alors je crois que je ne vais pas être long. Je vous avais dit 2 minutes, hein. J'ai guère dépassé mon temps. Je vois que les barons de Caravette sont prêts et je vais demander aux barons de Caravette de venir nous rejoindre. Et donc là, vous aurez l'historique des barons de Caravette, du pourquoi du nom de Caravette. Et donc, je vais laisser venir nous rejoindre Pierre-Laurent Sorel, qui est le premier consul, accompagné de 4 dignitaires de la confrérie. Le papa du maire. Ah oui. Merci, madame. Merci, Brigitte. Voilà, donc Pierre-Laurent Sorel, naturellement. Alors, il faut dire que Philippe Sorel, Philippe Sorel était premier consul des barons de Caravette, et puis au vu de ses nombreuses occupations, il avait passé le relais à Roger Bec, qui a ensuite... Ouais, oui, tous les maires sont consuls, barons de... Je vais laisser maintenant à Pierre-Laurent Sorel vous parler des barons de Caravette. Très bien, mais je vous remercie. Et je vais m'adresser à la personne que je dois introniser. Je vais m'adresser à la personne que je dois introniser. Voilà, c'est bon. Bon, je vais m'adresser donc à la personne que je vais introniser. Je demande à Madame Sicard de bien vouloir venir à côté de moi. Chère Madame, c'est certainement une grande surprise pour vous de vous trouver en présence du président des barons de Caravette.
qui est aussi, vous savez, père lui-même. Voilà. Et c'est pour moi aussi un grand honneur d'être aujourd'hui à vos côtés. Pourquoi suis-je présent avec mes amis les consuls aujourd'hui à cette cérémonie? C'est parce que vous êtes native de Montpellier et que la baronnie de Caravette souhaite vous accueillir dans son association qui est la seule association de tradition typiquement montpelliéraine, regroupant tous les natifs de Montpellier à condition d'avoir un père ou une mère natif à Montpellier. Comme je le fais pour tous les impétrants que j'intronise, je vais me permettre de vous présenter, bien que vous soyez déjà très connus. Madame Sika Boutellier, Françoise, vous êtes née, je peux le dire, le 28 janvier 1921. Vous êtes née à la rue de l'Aiguillerie à Montpellier, et c'est grâce à votre père, Henri Sicard, que vous pouvez prétendre au titre de baron, de Caravette, puisqu'il est né à Montpellier alors que votre mère est née à Agde. Vous êtes issu d'une longue lignée montpelliéraine. Vous avez grandi dans l'hôtel particulier de la rue Montpellier, où votre famille s'était installée à la disparition des grands-parents. Vous êtes doté d'un esprit indépendant et intrépide. Je ne vous connais pas beaucoup, mais oui, je sais beaucoup de choses. Voilà, exactement. Et votre famille, donc, à la fin de la guerre, vous envoie à Paris pour suivre vos études. Puis vous épousez le préfet Pied et vous travaillez pendant une dizaine d'années à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. À ce titre, vous allez travailler avec le général de Gaulle. Et je vais répéter un peu ce qu'a dit Madame Aubin, à savoir que c'est vous qui avez choisi la couleur bleu de France pour l'ordre du mérite. Et c'est le général de Gaulle qui a accepté sans réserve votre proposition. Et voilà comment notre Montpelliéraine, c'est-à-dire vous, est entrée dans l'histoire contemporaine. La carrière diplomatique de votre mari vous éloignera souvent de la France, mais de la France. Mais vous avez encore. Mais vous avez toujours été très attaché à la ville qui vous a vu naître. Malgré le temps passé et la vie brillante que vous avez connue, vous avez toujours été nostalgique d'avoir dû quitter notre belle ville de Montpellier. Votre naissance, votre personnalité, votre fierté d'être montpelliéraine font que je suis heureux et très honoré de pouvoir vous décerner le titre, certes honorifique, mais combien prestigieux, de baronne de Caravette. Aussi, Madame Delon, Marivet, premier consul de notre confrérie, va vous remettre la médaille ainsi que le parchemin qui prouve votre appartenance à la baronnie de Caravette. Je me permets donc à la fois
permet donc à la fois de vous d'enlever mon chapeau, de vous présenter tous mes respects et toutes mes félicitations. Bravo. Je suis extrêmement flattée, étonnée, surprise de cette intronisation parmi les barons de Caravat. Parce que je les avais toujours connus de loin quand j'étais étudiante à Montpellier, mais sans jamais penser que je pourrais intégrer cette noble confrérie. Et puis-je lire, ça me paraît extraordinaire dans le diplôme que vous m'avez donné. Je n'oserais pas le lire en langue d'Ossien. Mon père parlait très bien. Malheureusement, moi, je n'ai pas un accent assez bon, mais je pense que la traduction en français est là. Et elle me paraît superbe. Sois fier de tes aïeux, fils de la terre, Doc. Ils t'ont préparé le chemin pour un destin heureux. Ils t'ont légué des vertus solides comme un roc, gai savoir, bravoure, science puissante. De notre beau pays chante la Renaissance. Élève plus haut sa beauté, son renom, sa grandeur. Fais résonner son parler. Il illuminera ta vie, car ton son occitan vaut toutes les noblesses. Et je dois dire que j'ai suivi des cours d'occitan à la faculté, encore quand j'étais à Montpellier, avant de gagner Paris. Mais ma connaissance ne me permet pas de vous dire toute la joie et la fierté que j'éprouve aujourd'hui à faire partie de cette confrérie. Merci à ceux qui m'ont proposé, merci à vous qui m'acceptez. Et nous resterons en relation. Vous savez, on mettait la nuit pour venir de Paris à Montpellier. Maintenant, on met 3 heures. Alors, je serai vite parmi nous. S'il y a des grandes réunions, vous me faites signe, je viendrai. Ce que vous dit, c'est que c'est l'initiative de Daniel Abel. Voilà. Ça, bon, vous étiez bon. Bon, voilà, et de bien revu. Racine me fait appeler sister. Vous ne pouvez pas savoir. Merci. Bravo. Il m'a fait pleurer. Mesdames et messieurs les barons, je vous remercie beaucoup pour ce passe-droit, si je puis dire, puisque les confréries ne se réunissent que quelques fois par an. Donc, comme d'habitude, j'ai remis un peu de ciel, un peu de terre. Pierre Pic m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup, merci vraiment. Le sigle de la vie des consuls de Ville de Montpellier. Elle me fait pleurer. De présence d'autrefois de mes grands-pères et autres qui représentent. Alors, Pierre Pic, on a très soif, mais Pierre voudrait que vous nous donniez 2 mots sur l'origine des barons de Caravet. Alors, l'origine des barons de Caravet. L'origine des barons de Caravet. C'est pas ça, c'est Nathaniel. Parce que c'est la nôtre. Bon, c'était en 1273 que les consuls de Montpellier achetèrent le domaine et le château de Caravet, qui est situé sur la commune de Murles, à Saint-Gleu de Montpellier. Ils avaient acheté ce domaine et ce château pour aller festoyer, et aussi parce que c'était quand même un endroit giboyeux et très boisé. Vous savez qu'à l'époque, le bois était un matériau
près du Tigre. Donc, ensuite, ils ont acheté donc, ce domaine et ce château. Et puis, ils ont attribué le titre de baron, mais avec quand même des conditions difficiles et draconiennes, puisqu'il fallait que ce soit l'aîné mâle de la famille qui devait être baron. Les filles n'avaient pas le droit, et il y avait le droit d'aînesse, mais tout cela, nous l'avons, ça a été, après la Révolution, ça a été aboli, mais ensuite nous avons aussi amélioré le règlement, parce que vous savez que des vrais, entre guillemets, des vrais Montpelliérains, il n'en reste plus que 15%, donc nous avons été obligés de modifier le règlement. Ce qui fait que maintenant, avec un père ou une mère, né à Montpellier, cela suffit pour prétendre au titre de baron. Là, j'ai dit un peu, j'ai dépassé les deux mots, mais voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Florent. Bon, mesdames et messieurs, les émotions, moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai très soif. Le bar est ouvert.